J'aurais envie de dire cette phrase trop belle qui m'a souvent été comme un mantra. Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Toutes nos fêlures, nos blessures, nos cicatrices, elles laissent passer la lumière. Et la fêlure, ça peut être aussi entendu comme elle est fêlée, elle est folle, Oui, oui. notre propre folie. Oser la folie, oser une étrangeté, oser sa planète, oser ses excroissances, oser avoir 1000 bras ou un bras ou 2 bras, oser accepter la créature qu'on est, sa gueule, notre nez, d'où on vient, et choisir, trier, aimer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Skills. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Estelle Meyer, une artiste qui incarne avec force l'authenticité dans cet épisode qui s'appelle Oser l'authenticité. Elle est comédienne, chanteuse, auteure et compositrice et elle nous invite à oser être pleinement nous-mêmes à travers son art et ses engagements. Je me souviens d'un moment inoubliable parce qu'avec Estelle, nous faisons partie du même prix littéraire qui est le prix littéraire Gisèle Halimi. D'ailleurs, coucou à Samia Maktouf qui est la présidente de ce prix. Et à l'Assemblée nationale, où a eu cette cérémonie qui est un lieu protocolaire, voire même politique, devant un parterre, un public prestigieux, il y avait Gabriel Attal, il y avait la présidente de l'Assemblée nationale, Estelle a choisi de chanter. Pas juste pour prendre la parole, mais pour offrir un moment de pure vérité. Elle était face au regard des autres, face au jugement des autres, et pourtant elle a bouleversé toute la salle par sa voix, son courage et sa sincérité. Et ce n'était pas la première fois. Moi-même, j'ai eu des frissons et c'était pas la première fois, c'était la deuxième et la troisième fois. Donc Estelle, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. C'est un honneur de t'avoir ici et je suis ravie que tu puisses partager avec nous, avec moi, ton parcours, tes combats et de la manière dont tu peux transformer tes épreuves en lumière. Oh, merci infiniment pour cette magnifique introduction. Moi aussi, je suis très touchée d'être près de toi, chère Nadia. Alors, pour commencer cette interview, se révéler à soi-même, pour ceux qui te découvrent, comment te définis-tu en tant que personne et en tant qu'artiste ? Je suis née au printemps. Pour moi, c'est important. C'est comme si c'était le moment du renouveau de la sève. Je suis bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est lui qui fracasse la porte pour l'ouvrir, pour faire passer la grande énergie première et vitale, cosmique. Et je suis buffle de bois pour les taoïstes. Et c'est vrai que je sens cette force dans mes flancs. Depuis que je suis enfant, je dirais que j'ai toujours eu un besoin de sens, un besoin de grandir, un besoin d'être utile au monde, mais sur un plan presque spirituel, presque cosmique, presque d'identité. Qu'est-ce que je pourrais apporter à cette terre ? J'avais, je pense, depuis enfant aussi une conscience que le passage était rapide sur la terre, un rapport à presque urgent à vivre, à faire des choses fondamentales, à apprendre, à comprendre, à aimer, à dire l'amour. Je déteste être en conflit avec quelqu'un, j'ai toujours peur que la personne parte ou que je parte et qu'on reste avec un paquet de nœuds sur les bras. J'ai envie que les choses soient limpides et une espèce d'envie de mon cœur, de mon âme peut-être, de me déployer, de me développer, d'apprendre sur l'autre. J'avais une grand-mère qui était ethnologue, qui a beaucoup travaillé en Afrique de l'Ouest. C'est la première qui a fait un dictionnaire franco-dogon. Donc c'était aussi la cosmogonie dogon, comprendre l'animisme. Il y a les 3 religions dans ma famille, du livre. Il y a aussi des bouddhistes, des shintoïstes. Il y a une espèce de tressage, de métissage qui fait que ça me donne envie d'être humble et de me rendre compte que j'ai les mains nues, que je connais tout et rien, et que l'autre est une source inépuisable de connaissances. Et le fait que je m'appelle Estelle, je pense que ça veut dire étoile. Ça m'a aussi peut-être prédestinée ou donné envie de lever la tête vers le ciel et d'avoir quelque chose, cette conscience que quelque chose est plus grand que moi. C'est magnifique, ce que tu c'est de la poésie, ce que tu dis. Encore une fois, j'ai les frissons. Comme d'habitude, Estelle. Est-ce que tu penses que tu as hérité de ça d'une figure parentale ou c'est vraiment en toi, quoi. C'est sûrement en toi, c'est singulier. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ton enfance qui t'a montré cette voie ? Je pense que je suis une famille... Comme en effet, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup d'origines, il y a des différents milieux sociaux. Mon père, c'est vraiment un paysan alsacien qui vient d'un petit village de 300 habitants, des vignerons depuis le XIVe siècle. C'est que des métiers de la main, des tonneliers, maréchal ferrant, pâtissiers, vignerons.
t'es toujours debout à 6 heures, tu vas dans les vignes qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, que t'aies perdu quelqu'un ou non, il y a une espèce de dévouement comme ça au cycle et à la nature. C'est un métier qui peut être austère, aussi dur. Il y a un côté aussi du village de mon père, j'ai l'impression qu'ils sont comme au 19e siècle, où tu dois épouser la cousine pour que les terres de... Ma grand-mère, elle faisait accoucher les vaches et les dames du village, et elle fermait les yeux aussi aux mortes. Mon père, il était servant de messe à 6 heures du matin, il y avait le sel que tu donnais la nuit de Noël aux animaux. Et du côté de ma mère, son père était libanais, lui il était violoniste, ils avaient émigré en Suisse. C'est une famille assez quand même bourgeoise, intellectuelle, des chrétiens maronites. Donc voilà, ma grand-mère, elle vient d'un milieu plutôt parisien, aussi bourgeois. Son père était lui-même ethnologue. Elle a été directrice de recherche au CNRS en littérature orale. Donc j'ai l'impression que déjà de ce croisement inattendu, ma mère avait des parents un peu stars, entre guillemets, qui passaient leur temps à voyager, à courir le monde pour le comprendre. Peut-être aussi des personnes assez égotiques, dans le sens où se déployant, étant très concentrées sur leur carrière, faisant des enfants parce qu'il faut un peu en faire. Et ma mère a un peu grandi au milieu de grand-mères, de petites bonnes. Je pense qu'elle a été assez livrée à elle-même. Et elle a eu elle-même une espèce de quête de sens. Elle venait d'une famille complètement athée. À 16 ans, je crois qu'elle est malade, elle passe Noël toute seule et elle a vraiment une conversion en mode Paul Claudel, quoi. Elle lit Pascal et elle sent la foi arriver, elle veut être religieuse, puis finalement elle se rend compte que c'est pas ça. Elle a vraiment une quête mystique que ses parents avaient peut-être d'une façon beaucoup plus artistique ou intellectuelle pour ma grand-mère. Et elle rencontre mon père, qui est le premier de la famille à avoir fait des études, à vraiment un peu niquer justement une forme de fatalité, ou pas de fatalité, mais en tout cas de constante, on était vignerons de père en fils, et lui, il part à Paris, il fait l'école des mines, il devient chercheur en morphologie mathématique, puis directeur de l'école des mines à Fontainebleau. Donc il y a une espèce d'ascension comme ça sociale, et ma mère, plutôt, au lieu de continuer un espèce de cycle de gens très brillants qui vivent aussi pour eux-mêmes, dans leur carrière, dans leur chemin, elle ouvre une voie beaucoup plus peut-être fragile, se cherchant, commençant une psychanalyse, vraiment aussi dans une quête de soi assez profonde. Ils font 4 enfants, ces deux-là. Ils habitent à Fontainebleau, on habite près de la forêt. Moi, je suis la 3e de 4, et puis depuis enfant, on fait du chant, du clown. On apprend le Stabat Mater à 4 voix. Il y a un espèce de... Voilà, donc j'ai l'impression que de ces deux mamelles assez différentes est née une forme d'autorisation à l'étrangeté, à être décalée. Moi, je me suis toujours sentie assez ovni, même par rapport à ma famille, qui était assez pudique. Moi, j'ai toujours besoin de dire mon amour, de toucher, Donc, il y avait un espèce comme ça de petite planète à part. D'accord. Et tu penses que c'est à part le fait que tu sois totalement connectée à ta vérité intérieure ? Est-ce qu'il y a... Tu penses... Qu'est-ce qui, dans tout ce que tu me dis, dans ton enfance, t'a permis de te connecter à ta vérité intérieure la plus profonde, ou tu penses que c'est vraiment quelque chose qui est en toi depuis toujours et finalement qui est inné ? Peut-être que c'est un doux mélange. D'accord. C'est vrai que par exemple, depuis enfant, je fais des rituels dans mon jardin. J'avais un arbre qui était mon arbre, c'était un arbre femme, je l'avais appelé Morgane. J'avais une lapine, quand elle est morte, je l'ai recouverte de pissenlit. Je lui récitais des petites odes comme ça. Je pense que avec cette mère aussi quand même assez lyrique, mystique, ma mère elle est chanteuse, lyrique, soprane, il y avait une autorisation à parler par exemple directement à Dieu, mais même à la divinité, un rapport aussi au sacré féminin, à la fécondité du monde. Avec cette grand-mère ethnologue, un rapport au renard qui féconde la terre chez les Dogons. Donc un monde quand même peuplé de légendes, de beauté, d'archétypes, de symboles. Je pense que ça m'a nourri beaucoup mon inconscient, l'espace aussi de dessiner, de rêver. Moi j'avais des cahiers de mots quand j'étais enfant, mais je pense que c'est quand même assez personnel. Est-ce que tu es croyante ? Je me sens pas appartenir à une religion, d'accord. Mais je me sens croyante complètement. Je me sens très mystique. J'aime prier, j'ai aussi découvert il y a maintenant une 12aine d'années, grâce à une femme qui est acupunctrice, qui est colombienne, qui est indienne de Colombie, tout un peuple des femmes aussi d'Amérique latine, qui ont un rapport aussi au chamanisme, à la lune, au cycle, au cercle des femmes. Je pense que ça a aussi développé très fort ma sororité, l'importance de se guérir
par les femmes, avec les femmes. Ça fait maintenant 6 ans que j'organise des cercles de femmes, souvent dans des théâtres, où je mêle vraiment aussi le spirituel, l'artistique, l'écriture. Ce que j'aime aussi dans le cercle, c'est qu'il n'y a pas de chef, on est toutes à égale distance du centre. Et voilà, j'accepte juste d'en être la gardienne de la sécurité de ce cercle, que chacun puisse être inconditionnellement lui-même, elle-même. Donc voilà, il y a quand même aussi, j'ai enrichi, je pense, et par mon art, et par ma quête, en effet, ce développement dans le chamanisme, dans la guérison, dans l'idée qu'on peut guérir soi-même, s'améliorer, aussi par la psychanalyse. J'ai fait 12 ans de psychanalyse avec une psychanalyste jungienne. Voilà, vraiment l'idée qu'on est aussi responsable de son chemin, et que les poisons ne sont jamais fatales. C'est pour ça que j'ai aussi appelé ce spectacle « Niquer la fatalité ». Nike en grec, ça veut dire la victoire, c'est la déesse qui est dans la main d'Athéna. C'est l'idée qu'on peut péter toute prédestination et inventer un chemin libre. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Merci Estelle. Quand tu parles justement de dire je suis portée finalement par quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, je pense que ça aide, tu vois, à développer cette connexion à soi, à être authentique, de plus s'intéresser aux petites choses qui sont le regard de l'autre, dans quoi l'autre va m'enfermer. C'est quoi ce message que toi, tu sens porter, tu vois, par rapport au reste du monde finalement ? C'est quoi ta mission qui fait que on le sent, tu vois, quand tu prends la parole, t'es porté par quelque chose qui fait que tu oublies tout le reste. C'est quoi cette chose qui te porte, en fait ? Cette forme de responsabilité, on sent. Ouais, ça me touche, merci Nadia. Je pense que c'est une croyance très profonde, une foi, qu'on est tous et toutes venus pour faire des choses singulières. Et en fait, on doit se souhaiter profondément soi-même. C'est pas très intéressant si le monde est couvert de flamants roses ou de la même fleur, de la même couleur. Pour moi, c'est vraiment une richesse, nos différences, nos singularités, nos étrangetés. En fait, c'est aussi quelque chose que j'ai compris en devenant artiste, en assumant cette route, que dans un milieu où on est beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'actrices, il y a beaucoup d'acteurs, ce qui fait qu'on est profondément soi-même, c'est justement toutes ces choses qui font qu'on n'est que nous-mêmes. Un nez qu'on trouve étrange, des cheveux grands, petits, se sentir énormes, grosses, minuscules, vastes, ses oreilles, cette voix, cette gueule, son histoire, ses origines. En fait, de vraiment honorer son terreau personnel, comprendre qui on est, faire un chemin presque d'enquête, mais comme un ethnologue ravi de découvrir une contrée extraordinaire qui serait la nôtre, développer sa croyance, sa voix, sa musicalité, sa langue. Par exemple, je donne aussi souvent des ateliers pour des jeunes acteurs et je leur dis, mais écrivez, ne souhaitez jamais être comme le voisin, ne vous comparez pas, lâchez Instagram et comment est machin, telle star, on s'en tape complètement. Ce qui compte, c'est votre lumière à vous. Ce qui compte, c'est ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous fait vous sentir triste et heureuse, ce qui vous fait dormir, ce qui vous fait pas dormir, ce qui vous fait aimer, ce qui vous fait jouir, ce qui vous fait ouvrir votre cœur, ce qui vous fait fantasmer comme voyage. Quelle est l'autrice, l'auteur qui vous rêve, qui vous porte? Quels sont votre panthéon féminin rêvé? Quels sont vos ancêtres auxquels vous avez envie de vous rattacher, ou au contraire dont vous ne voulez plus? Vous avez responsabilité sur votre vie, vous avez le droit de choisir, de trier. Je ne suis pas fière de ce qu'a fait mon grand-père, je n'en veux pas, mais j'aimais par exemple la façon dont il faisait une tarte au citron, et dont il pétrissait la nuit, et dont il allait marcher à 4h du matin. Voilà, je choisis dans ma lignée ce qui m'intéresse, je choisis ce dont je ne veux plus, j'ai le droit de couper, j'ai le droit de travailler sur ma matière, mes poisons ne sont pas définitifs. Je pense qu'on est profondément des alchimistes, on a cette responsabilité sur notre vie, et du coup j'ai l'impression que peut-être de cette façon le monde sera plus doux, sera plus suave, on apprendra davantage peut-être à aimer vivre ensemble. Si on est profondément bien dans nos bottes, on n'a pas besoin d'être dans un repli identitaire, on n'a pas besoin de dire l'autre est un connard et je ne supporte pas comment il pense, comment il croit, comment il aime. Au contraire, c'est une autre planète que moi, ça m'intéresse, c'est l'altérité ultime. Nous ne sommes pas les mêmes. Quelle chance! Et en même temps, nous sommes profondément les mêmes. Nous sortons des cuisses d'une femme, nous naissons, nous mourrons. C'est les passages que nous devons faire seuls en arrivant sur la terre. On partira seul, on arrive seul, parce que même si on est soutenu par la mer, on doit faire ce chemin jusqu'aux jambes, jusqu'à l'issue, jusqu'à les portes.
Je pense que pour les grands moments initiatiques de notre vie, on est soit face au ciel, et c'est beau, ça donne de la force, une responsabilité. Les épreuves nous taillent comme un diamant pour constamment advenir. Et je pense aussi qu'on ne devient pas soi-même en restant assis dans un fauteuil. La vie nous pousse au cul, nous fait tomber, nous fait nous relever, nous fait trouver nos propres forces, nous fait perdre les gens qu'on aime, les retrouver sous une autre forme. C'est beaucoup plus facile finalement de se comparer aux autres, de se dire tiens, un tel est comme ça, je pourrais faire comme lui. C'est beaucoup plus difficile, ce chemin à soi. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, moi si je vois quelqu'un qui est différent, qui est sur une autre planète, je ne vais pas le juger, je ne vais pas être en colère. Mais malheureusement, c'est souvent le cas. Ouais. Les gens jugent, les gens n'aiment pas la différence. Les guerres aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des guerres de différence parce qu'on n'est pas pareil. Comment tu fais justement, toi, pour surmonter la peur du jugement des autres ? Comment tu fais pour rester fidèle à toi-même alors qu'on est confronté constamment au regard de l'autre ? J'ai l'impression qu'il faut être son meilleur allié, qu'il faut être sa mère et son père et son enfant, qu'il faut faire cette propre triangulation. Il faut veiller sur nous. Il y a une phrase dans le bouddhisme que je trouve très belle qui dit développer comme une mère qui veillerait sur son enfant, son unique enfant, au péril de sa vie, développer un amour sans limite pour tous les êtres vivants. Mais je dis même pas pour que les humains, je dis pour la fourmi, pour la fleur, pour l'arbre qui pousse dans le béton, pour le baobab au fin fond de l'Afrique, pour un vol de cigogne qui cherche chaque année à retrouver le soleil du sud et remigrera, enfin, pour une espèce de toile de vie dont l'harmonie est parfaite et dont souvent l'humain a abîmé ce chemin par volonté de profit, peut-être par peur, par besoin de s'accaparer. J'ai l'impression qu'il faut développer en nous notre propre cosmos, abriter une espèce d'écosystème tendre à la vie et dont on est responsable, c'est-à-dire de jamais être un gros Américain qui est capitaliste avec sa terre. Allez, il faut qu'elle produise encore. Non, respectueux des temps de jachère, des saisons, de l'hiver, du printemps, de l'automne, du dépouillement, du silence, de la nuit, du jour et du plein feu. J'ai l'impression qu'il faut développer une grande humilité pour avoir une espèce de puissance absolue, en étant raccordé au cycle, en étant raccordé à la terre et en étant profondément calme avec son identité, avec ce qu'on est. J'ai choisi de naître. Moi, c'est aussi quelque chose que je crois. Je crois que les bébés, ils ont envie d'arriver sur la terre. Je crois qu'on fait un choix profond de naître, peut-être même dans nos familles, peut-être même avec parfois des gros nœuds à défaire. Mais c'est peut-être la meilleure façon pour qu'on grandisse, ça pour qu'on advienne. C'est très intéressant ce que tu dis, ça responsabilise. On n'est jamais victime. On n'est jamais victime, même si on vit dans une situation catastrophique. Enfin, je sais pas, je pense aussi souvent à Sartre qui disait on n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation allemande. Parce qu'on pouvait choisir profondément si on collaborait, si on était résistant, si on était silencieux, peut-être lâche, de quel côté on se positionnait. Dans toute situation, on peut faire preuve d'héroïsme, on peut faire preuve de sainteté, dans le sens prendre soin absolument de la vie, prendre soin absolument de soi-même. Et comme on est condamné, peut-être d'une façon joyeuse ou terrible, à être soi-même, vu qu'on n'est que dans ce corps-là, et qu'on n'a pouvoir que dans ce corps-là, on le sait bien, on ne peut pas transformer quelqu'un. C'est déjà un tel travail de se transformer soi-même, de devenir soi-même. On peut accompagner par l'amour, par la compassion, par l'empathie, par l'écoute, par un regard bienveillant, ou peut-être même parfois par dire « Non, je ne suis pas d'accord avec ton chemin, mais je t'aime », ou « Ce choix-là ne me plaît pas, mais je respecte ta dignité à le faire. En tout cas, c'est pas peut-être ce que j'aurais fait moi, mais je respecte ton altérité absolue. » Et en même temps, soi-même, de se positionner, absolument. Je fais mes choix chaque jour, dans des petites choses. Je choisis de dire oui, de dire non, de passer à gauche, de passer à droite, de passer en dessous, de passer au-dessus, de ne rien faire ou d'agir. Tout ça, c'est responsable. Chaque jour, on peut chaque jour dessiner son trait, mais d'une façon personnelle et précise, et peut-être en se connectant absolument à son cœur, à son ventre, à son entraille, à dire « Qu'est-ce que dans mon cœur ?» Parce que je pense que le corps ne ment jamais, il sait mieux que nous. Tout à fait. Souvent le corps tombe malade, vomit, tombe pour ne pas aller à tel endroit, ou finalement... le maladie, bien sûr. Maladie parce qu'on a mal à dire. Enfin, voilà, le corps sait, si on l'écoute dans sa vérité, est-ce que j'ai envie d'y aller ?
Est-ce que j'ai envie de faire l'amour avec cette personne ? Est-ce que j'ai envie de prendre ce job ? Alors peut-être c'est prestigieux pour le salaire, la renommée, mais est-ce que dans mon ventre je sens que c'est juste ? Qu'est-ce qui est juste réellement ? Est-ce que si je sors d'une pression qu'on m'a mise, la mère, le père, la société, mon conjoint, soi-même, sur ce que serait une vie réussie, est-ce que finalement je deviens pas boulanger au fin fond de la montagne et je traite ma vache et je cultive une fleur, ou j'ai rêvé de faire ce voyage en Inde et de... Eh ben pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on se tient dans un gant de fer ? Pourquoi souvent on est les plus durs avec nous-mêmes ? Pourquoi on n'autorise pas son vrai mouvement ? Pourquoi on ne s'autorise pas à décélérer, à regarder un escargot marcher, mettre peut-être 20 minutes à traverser une terrasse ? En quoi ma vie est plus importante que la sienne ? Et quand tu dis la peur de surmonter, quand on a cette peur de surmonter, de s'exposer au regard de l'autre, tu vois, par exemple, à l'Assemblée nationale, tu oses finalement faire quelque chose de différent parce que tu n'es pas finalement dans une zone de confort. Pour moi, zone de confort égale à zone habituelle, une zone de connaissance. Donc là, t'es pas là-dedans, mais pourtant, tu es dans ta zone parce que tu chantes. Tu ressens quoi juste avant, en fait, avant de monter sur la scène ? Qu'est-ce que tu te dis, Alain ? Est-ce que tu doutes ? Ouais, beaucoup. Je doute toujours avant. Je me sens nerveuse, je me sens inquiète, je me demande mais pourquoi j'ai choisi de faire ça ? Pourquoi je me suis lancée là-dedans ? Vraiment, souvent, je suis en déliquescence. Et en fait, souvent, ce qui m'aide, c'est de regarder un visage après l'autre, de voir que c'est des vrais humains qui sont là avec leur fatigue, leur peur, leur vivant, leur mort, leur quête, leur détresse, leur joie, et qu'on fait tous partie de ce même tissu. Personne n'est Dieu. Enfin, nous sommes tous que des bouts d'éternité, d'étoiles. C'est vraiment le pari de Pascal, c'est vrai qu'il dit que dans un corps fini, on héberge de l'infini. Donc peut-être c'est la définition du divin. Et voilà, de voir dans ces êtres, de me dire, eux aussi, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de s'améliorer, ils ont envie d'être surpris, ou en tout cas... Je crois peut-être en la bonté fondamentale de l'humain, peut-être de s'adresser à cet endroit d'immortalité, de beauté, de quête. Et finalement aussi à un moment de faire, je m'en fous complètement. Je me jette à l'eau et je le fais presque entre moi et moi. Je me jette dans la vie, je me jette dans l'autre. Et ça lui appartiendra de le recevoir ou non. Mais ou souvent, des fois quand je passe des castings, je me dis ça. Est-ce que dans mon cœur, je suis contente de moi ? Des fois je suis là, non. Je trouve que j'étais un peu timide, ou j'aurais préféré oser ça, ou me déplacer. Et puis des fois, je suis là. Je suis parfaitement en adéquation avec moi-même. Maintenant, ça ne m'appartient plus. Est-ce que je serai choisie ou pas ? Est-ce que moi-même, déjà, j'ai envie de choisir cette personne ? Est-ce que j'ai envie de travailler avec elle ? De rendre aussi son pouvoir à soi-même. De pas se mettre... Égal, exactement. Ouais. Pas comme une enfant qui est choisie ou non pour un entretien d'embauche ou quelqu'un qu'on mettrait d'une façon supérieure à soi. Mais voilà, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne ? Je me dis aussi toujours, c'est une phrase de Bernanos qui dit la fièvre de la jeunesse, son feu absolu, permet de maintenir le monde à la bonne température. Donc voilà, cette jeunesse, elle a apporté au monde aussi. Peut-être quand on est avec des personnes qui se disent plus expérimentées ou qu'on cheminé ou qu'on sont dans une position apparemment de pouvoir, de se rappeler aussi que cette personne, à un moment, elle a tout niqué. Elle a eu peur, elle a mis des patates pour arriver où elle était, à elle-même, à sa peur, à ses préjugés. Et peut-être que cette personne, je peux aussi, moi, lui apporter un monde, un bouquet de fleurs. Et c'est ça que j'aime aussi dans les humains, c'est qu'on est interdépendants. Personne ne se suffit à lui-même. On a besoin de ce frottement, quel qu'il soit, qu'on soit bousculé ou honoré. On a besoin de l'autre, absolument. Un bébé, quand il naît, c'est la seule espèce qui n'est pas finie. S'il n'a pas de soins, il meurt. On a cette dépendance depuis le début. Donc c'est beau, faut l'assumer aussi. J'ai besoin de toi et toi tu as besoin de moi. Donc ça met en position aussi d'amour premier. Quel que soit le mot qu'on met derrière amour, mais une forme d'amour, de vie qui veut vivre. Oui, d'aller chercher en fait la lumière chez les gens qui finalement va te rassurer et te permettre, toi en tout cas, de porter le message que tu as envie de porter. Mais dans un monde, tu vois, dans les réseaux sociaux, où chacun ne montre finalement que sa meilleure version de soi-même, fait que les gens ne se sentent pas à la hauteur. Tout à fait. Et n'arrivent pas à se positionner d'égal à égal. Donc il y a un sentiment finalement où l'estime de soi prend un coup.
parce qu'on se sent pas valorisé, parce qu'on a toujours l'impression que les autres ont une belle vie et sont mieux, etc. Alors qu'ils ne montrent qu'une partie de leur vie et qui parfois peut-être en plus faussée. Donc toi, à ce moment-là, ce que tu te dis, c'est que tu te dis de toute façon, je sais que c'est quasi impossible qu'une personne n'ait pas sa zone de vulnérabilité. Bien sûr, c'est intrinsèque à la condition humaine, je pense. Cette fragilité. Je pense que... Et surtout, même, j'irais au-delà, je pense qu'il n'y a pas de vie facile. Il n'y a aucune vie qui n'est facile pour personne. Que tu naisses fille de président, il n'y a aucune vie facile. Chaque humain, chaque humaine doit faire sa trouée vers la vie, comme la naissance. On doit descendre dans un bassin, dans un sexe de femme qui est tortueux. C'est pas simple de naître. On doit aller vers la vie, vers la lumière. C'est un choix. Les poumons ne savent pas respirer. Ils trouvent leur route et en même temps, tout est parfait. Mais je pense qu'il n'y a pas de vie simple pour personne. Donc déjà, il y a quelque chose à simplifier et à une illusion à enlever. Personne n'est en maillot de bain bronzé toute l'année avec un corps de rêve. Enfin, je veux dire, c'est faux, c'est de la publicité, c'est un film à l'américaine. Aucune vie n'est simple. Je veux dire, les relations à l'autre sont difficiles. Aimer, c'est difficile. Se réaliser, c'est difficile. Mais c'est ça qui est beau. Le fait de devoir mourir un jour, c'est difficile. Enfin, tout est difficile et tout est facile. C'est un ami qui dit ça en espagnol. La vie es no difficile, pero la vie es no facile. C'est un équilibre entre les deux. À nous de cheminer, à nous d'être courageux. J'adore le mot courageux parce que l'étymologie, ça veut dire le cœur qui agit. À nous de faire agir nos cœurs dans nos vies. Et aussi parfois de se retirer, de dire « ce combat ne m'intéresse pas. Pourquoi je me bats? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que la vie ne se situe pas ailleurs ?» Et comme la vie échappe toujours, c'est beau aussi de chercher constamment à la renifler. Où est-ce qu'elle est la plus juste? Où est-ce qu'elle m'entraîne? Avec aussi parfois peut-être l'humilité de lâcher. Dire « c'est pas le chemin, hop, je pars à gauche, hop, je pars à droite. Je laisse le vent me faire une pirouette. » Et là, par exemple, cet endroit, ce boulot, cette apparence ne me rend pas heureuse. Allez, je me rase la tête, je me fais tatouer un dragon dans le dos. J'aime les femmes, et pourquoi je me lance pas? J'ai pas envie de faire d'enfant, j'ai qu'à ne pas en faire. Ou j'ai envie d'avoir une